Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbi, psychologue et plaisirologue, fondatrice du concept âme fauve. Aujourd'hui, je crois que je vais faire la vidéo de ma vie. Comme je l'ai intitulé dans le titre de la vidéo, qui, je te l'accorde, est un peu putaclic, je n'ai jamais raconté ça. Et en fait, aujourd'hui, qui est le lancement du site âme fauve, à l'aube de mes 34 ans, puisque mon anniversaire est dans 15 jours, je me dis c'est le moment de la renaissance, parce que âme fauve c'est vraiment une renaissance. C'est cette reconnexion à soi, c'est cette méthode qui te permet de te libérer de ta cage pour te reconnecter à toi et t'incarner dans ta vérité, ton authenticité, jusqu'à la dernière cellule de ton corps. C'est faire tomber les masques et réellement montrer au monde qui on est. Mais au-delà de montrer au monde qui on est, c'est surtout se montrer à soi-même qui on est. Même si je me suis montrée littéralement à nu sur internet, il y a une chose, une pièce du puzzle que je n'ai jamais partagée en ligne. Et tout dans la vie et des événements récents me pointe vers ce mur que je n'ai pas encore cassé. Cette dernière couche que je n'ai pas enlevée. Qui est quand même une couche de contrôle, qui est une couche pour lisser les aspérités et qui fait que sans doute des personnes ne comprennent pas réellement ce que c'est qu'âme fauve parce qu'il leur manque cette pièce du puzzle. Et cette pièce du puzzle, je vais te la donner aujourd'hui. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour la partager? C'est parce que ça me fait flipper de ouf. C'est oser se regarder dans le miroir de manière la plus honnête possible et du coup être dans un état de vulnérabilité tel que tu te dis je m'expose, limite je vais en mourir. Donc c'est ça qui est difficile pour moi aujourd'hui et ça me demande beaucoup de foi. Je n'allais pas dire de courage parce que le courage c'est d'y aller quand même si tu as peur, donc ouais j'y vais et je sais que ça je l'ai en moi. Mais ça me demande beaucoup de foi, de croire que c'est possible de faire ça. Je vais sans doute avoir la gorge serrée, je vais peut-être bégayer, je vais peut-être ne pas regarder la caméra parce que c'est vraiment un moment signifiant pour moi. Petit warning, cette vidéo va parler de violence, va parler d'agression, va parler de trauma. Si toi-même tu as vécu des choses extrêmement violentes, douloureuses, d'agression, de viol, etc., je te propose d'arrêter la vidéo là parce que ça risque de réactiver des choses chez toi et je veux t'en préserver. Pour les autres, on va y aller doucement. Pourquoi j'ai eu besoin de m'exposer sur internet? Pourquoi je suis venue à me dénuder sur internet? Tout simplement, entre guillemets, c'était une catharsis pour moi, c'est-à-dire que c'était thérapeutique et ça me permettait et ça m'a permis de me réapproprier mon corps, mon image, mon identité, mon être. Ça a été le moyen de contrôler mon histoire en fait, de me réapproprier qui j'étais et de réclamer mon identité par et pour moi-même. Donc ça a été effectivement un cheminement. Quand j'ai commencé à m'exposer sur internet, pour la petite anecdote, pour celles ou peut-être ceux qui me suivent depuis super longtemps, j'étais encore plus dans le contrôle qu'aujourd'hui. Je mettais un masque encore plus épais qu'aujourd'hui et ça se traduisait par un investissement de ce que je pensais être ma féminité à un point énorme. Donc par exemple c'est passé par le fait que je colore mes cheveux alors qu'en soi j'ai pas besoin. Ça passait par une consommation très importante de maquillage. Ça passait par une manière de m'habiller qui, en fait, j'avais l'impression d'avoir à en faire plus parce que je ne me sentais pas assez. J'avais besoin d'en faire trop pour me sentir comme les autres. Et petit à petit, j'ai eu moins besoin de ça. J'ai eu moins besoin de ça et l'année de mes 30 ans, ça a été une année de défi pour moi où je me suis dit qu'est-ce que tu n'as encore jamais fait sur internet et je ne m'étais jamais dénudée en fait sur internet et c'est là que j'ai commencé les premiers shootings lingerie.
Ça a été à la fois un acte thérapeutique pour moi, mais c'était aussi un moyen de montrer au monde qu'on peut avoir un corps différent et qu'on peut s'aimer et qu'on peut bien le vivre et qu'on peut se sentir belle et qu'on peut se sentir sensuelle, sexy, etc. En 2021, je suis allée encore plus loin où j'ai posé nue et j'ai partagé des photos nues. Du coup, ça a été un acte et un partage de grande vulnérabilité parce que ton corps nu, il n'y a pas plus vulnérable en fait, parce qu'il n'y a plus tous ces artifices, ces vêtements qui viennent structurer ton corps, ce soutien-gorge qui vient remonter tes seins, ces vêtements qui vont peut-être lisser ton ventre, etc. Donc quand tu te montres nu, tu montres ton vrai corps, tu ne le retouches pas, donc il y a les vergetures, il y a les cicatrices, il y a les bleus, il y a les poils, il y a la peau qui tombe, il y a des bourrelets, enfin c'est ton corps à l'état pur. Et ça a été un vrai saut de la foi. Mais en fait, je pense que tu vas comprendre maintenant tout ce process avec cette dernière pièce du puzzle que je n'ai jamais partagée. Quand on me voit comme ça dans la vraie vie ou sur internet, tu peux te dire bah, la vie de Sarah elle a été facile ou c'est facile. Elle est joyeuse, elle est bien dans sa peau, elle s'amuse sur internet et se déshabille, mais elle ne sait pas ce que c'est que la vraie vie, entre guillemets. Elle ne peut pas me comprendre, elle ne sait pas ce que c'est que de souffrir. Un des premiers éléments que j'ai partagé sur mon compte au printemps dernier, ça a été mon vécu avec un trouble du comportement alimentaire qui a été l'hyperphagie. Et suite à ce partage-là, j'ai eu énormément de retours, on va dire entre guillemets positifs, du fait que j'avais partagé cette vulnérabilité. Mais il y a une autre vulnérabilité que je n'ai pas encore partagée aujourd'hui, que je partage aujourd'hui. En fait, l'élément déclencheur qui m'a fait dire cette année qu'il fallait que j'en parle, c'est en juillet dernier, j'avais une soirée péniche avec une amie. En descendant sur les quais de Seine vers le jardin des plantes, je croise un homme avec une sensation de déjà-vu, mais sans réellement savoir où cette impression de familiarité venait. Je continue mon chemin et mon téléphone sonne. Un numéro en 06 que je n'avais pas enregistré, donc je décroche juste avant de rejoindre mon ami. Et j'ai compris que la personne qui m'appelait, c'était l'homme que je venais de croiser. Et en fait, cet homme m'a violée. Et j'ai trouvé ça sidérant, hallucinant, que cet homme, 4 ans après, avait encore enregistré sur son téléphone mon numéro de téléphone. Et en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable comme Paris est une ville énorme. C'est pas du tout une personne qui fréquente à la base les mêmes milieux que moi. Et il a fallu que je tombe dessus cette année, cet été, sur les quais de Seine en allant à une soirée. Et j'en ai parlé à mon ami quand je l'ai retrouvé et je me suis dit qu'est-ce que je fais. Et le dossier est resté un peu sur le côté, etc. Et ces derniers temps, toutes ces peurs liées à ce vécu, etc., cognent à la porte et font que j'ai encore un pied, une patte, pour reprendre cette idée de fauve, dans la cage et m'empêchent d'avancer là où je veux avancer. Et toutes ces peurs et toutes ces émotions m'ont acculée au mur. Pendant quelques semaines, ça a été plein de stratégies pour éviter. Alors je mets pas la tête dans le sable, j'étais plutôt en mode je me recroqueville dans un coin et j'essaye de respirer et de m'en sortir. Sauf que quand tu fais ça, tu es dans l'immobilisme et tu restes acculé au mur. Et j'ai compris ce week-end, juste avant que j'enregistre cette vidéo, que pour sortir de ça, il fallait que je casse ce mur. Et ce mur, je le casse en te parlant aujourd'hui. Donc ça a été l'agression la plus récente que j'ai vécue. Et ce viol que cet homme m'a infligé a fait écho à une agression antérieure que j'ai connue quand j'étais ado. Quand j'étais ado, j'ai connu l'inceste avec mon frère. Et c'est quelque chose de très dur à verbaliser, même si là je te le dis très calmement. Parce que déjà, autour d'un viol, il y a énormément de tabous, de honte et de culpabilité. Et pour l'inceste, tout est exponentiel parce que ça se passe à l'intérieur du cercle familial.
parce que c'est l'endroit qui est censé te protéger et en fait tu n'as pas été protégé, tu n'as pas été préservé, tu n'as pas... Ton intégrité tant émotionnelle, psychique et corporelle n'a pas été protégée, respectée. Et en fait l'agression, le viol que j'ai connu en 2017, et c'est vrai que c'est très tabou d'en parler parce que quand tu dis que tu as été violée, les gens imaginent toujours une situation de violence physique, le côté agression où tu vas te débattre, où tu vas crier, où ça va être sanglant en fait. Et parfois, et même souvent, il y a beaucoup de viols qui ne se passent sans violence parce que c'est un moment où ton esprit il déconnecte, il sort de ton corps et tu deviens à subir le truc. Et en fait, quand cet homme a fait ce qu'il a fait, en fait, sur le coup, je me rendais pas compte que je ne voulais pas. Et à un moment, j'ai eu tellement mal que j'ai crié. Et aucun voisin, rien ne s'est réveillé, il n'y a rien eu, tu vois. Tu te dis, bah, il y a eu un cri de détresse dans la nuit et il n'y a rien eu. Et j'ai tout fait pour le repousser d'une certaine manière. Et puis après, il est revenu faire autre chose sur mon corps. Ce qui m'a amené après, le lendemain, à avoir une infection. Mon corps s'est défendu et mon corps a eu une infection urinaire parce qu'il a rejeté tout ce qui s'est passé. Et en fait, sur le coup, quand ça s'est passé, j'ai cru que ça venait de moi en fait. J'ai cru que j'étais responsable, coupable de ce qui s'était passé. Et en fait, après, j'ai un petit peu cheminé, j'étais beaucoup moins forte à l'époque qu'aujourd'hui et je doutais beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui. Et quand cette personne a voulu qu'on ressorte encore ensemble et qu'on se revoie, ça a été très difficile pour moi de me dire il faut que j'arrête ça parce que c'est un fou ce mec, c'est pas possible, il n'a pas respecté mon consentement, il s'est imposé sexuellement sur moi, etc. Et pour moi, quand je lui ai dit stop, c'était moi la mauvaise personne en fait. Donc ça montre à quel point le monde tourne pas rond autour de cette histoire-là. Et donc voilà, cet homme-là, je l'ai recroisé au cours de l'été 2021. Et en fait, ça m'a replongé sur ce vécu et sur le fait que je ne l'avais pas verbalisé de manière audible, d'une certaine manière. Et donc ce vécu a fait écho à un précédent vécu, comme je te l'ai dit, où quand j'ai été ado, j'ai connu l'inceste avec mon frère. Ça a duré... je sais pas combien de temps, peut-être quelques semaines, quelques mois, et c'est là où tu te rends compte que tu as une amnésie traumatique, que tu as des trous dans l'histoire, même s'il y a des choses qui reviennent à la conscience avec un travail, etc. Il y aura toujours des trous et il y aura toujours des questions auxquelles tu n'auras pas la réponse. Et c'est ce deuil à faire autour de ça et c'est ce chemin à faire autour de ça pour clôturer le chapitre en fait, que c'est pas tant le pourquoi qui est important mais c'est comment je réapprends à vivre et comment je m'incarne en ayant vécu ça. Dans ma vie il y a eu plusieurs étapes pour cette libération que je propose avec âme fauve. Âme fauve c'est l'essence même de ce que j'ai appliqué à moi-même. Et en fait, j'ai retiré de ma propre expérience de vie tout ce que je propose dans le programme de manière effectivement plus condensée. Et en fait, dans ma vie, il y a eu plusieurs instants très signifiants à la croisée des chemins où j'ai compris que si je ne partais pas en guerre, je n'obtiendrais pas la paix. Souvent, les gens ils disent qu'ils n'ont pas le choix. Dans notre société, on entend souvent de « j'ai pas eu le choix, j'ai pas eu le choix, j'ai pas eu le choix ». Et en fait, je me rends compte qu'on a toujours le choix. En fait, les choix sont faciles. En fait, tous les choix peuvent être faciles, mais certains vont être plus douloureux que d'autres parce qu'ils vont te plonger dans tes peurs, dans tes profondeurs, dans tes abysses, dans tout ce côté dégueulasse que tu n'as pas envie d'aller voir parce que c'est inconfortable, parce que ça te fait flipper, parce que ça te fait te détester, ça te fait t'enfermer dans cette salle noire où tu es acculé et où tu as l'impression que tu vas en mourir en fait. Et j'ai constaté que j'ai fait plusieurs fois ce choix-là d'aller dans cette pièce noire et d'aller
confronter mes démons et sortir de je nourris la colère ou la colère est mon fuel. Parce que en fait la colère, et c'est une phrase que j'avais sortie à la toute première cliente âme fauve, je lui ai dit qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtais de nourrir ta colère? Et c'est exactement ce process que j'opère avec moi-même et que j'ai opéré à plusieurs reprises dans mon parcours de vie. Le premier élément qui m'a libérée, ça a été travailler sur mon alimentation. Parce que comme je le partageais au printemps dernier, j'avais des troubles du comportement alimentaire. J'étais dans des comportements hyperphagiques, donc c'est-à-dire des crises, des compulsions alimentaires où tu dévores tout ce qui se passe, tu gardes tout à l'intérieur. Et ces comportements m'ont habité pendant quasiment toute mon adolescence et le début de l'âge adulte. Donc je pense entre le collège, le lycée et première ou deuxième année de fac, voire même troisième année de fac, ouais, je pense jusqu'à la troisième année de fac. Et entre le collège où ton corps commence à se former et où du fait que tu es grosse, parce que j'ai toujours été au-dessus des courbes de poids et du coup tu es labellisée comme étant grosse. Donc j'ai connu du harcèlement scolaire, des insultes scolaires et je faisais tout pour me fondre dans la masse pour essayer de passer le plus inaperçu possible puisque je prenais déjà de la place. Et ces kilos que j'emmagasinais à l'intérieur de moi, en fait, c'était la manière pour me cacher, pour me construire une armure. Et en fait, aujourd'hui, je sais que j'ai plus besoin de cette armure. Donc j'ai pu poser les armes là-dessus et j'ai pu m'en libérer. Et entre le collège, lycée et le début de la fac, l'alimentation pour moi c'était mon ennemi numéro 1 parce que autant je l'aimais parce que c'était bon à manger, autant je la détestais parce que je n'arrivais pas à comprendre ce que mon corps voulait, je ne maîtrisais pas ma nourriture, j'avais ces crises et je grossissais jusqu'à ce que j'arrive à 130 kg. Et en fait mon corps a été vraiment mutilé entre le fait que j'ai connu l'inceste à l'adolescence et je me souviens vraiment de ces scènes où parfois après j'allais tout habiller sous la douche, pleurer pour essayer d'apaiser mon corps alors qu'il ne pouvait pas s'apaiser avec une douche habillée en fait. C'était un moyen de sentir ma peau, de me raccrocher au côté que j'étais vivante en fait. Et c'était une manière aussi symboliquement sans doute de me laver de la honte et de la culpabilité que je ressentais. Et donc j'allais sous la douche tout habillée et je pleurais et je me disais mais c'est pas possible que ça soit ma vie en fait, c'est pas possible que ça soit ma vie. Pendant des années porter un masque parce qu'il y avait énormément de conflits à la maison, ça s'engueulait tous les week-ends et tu te retrouves le week-end à avoir les pompiers, les flics, le maire à la maison parce que effectivement mon frère a un problème psychiatrique, il a eu des gros soucis avec la justice, pas lié à cette agression évidemment. C'était une fois que la porte de la maison était fermée, il fallait maintenir le masque, il fallait maintenir l'homéostasie, le pseudo-équilibre à l'extérieur et ça m'a bouffé une énergie de dingue qui faisait que j'avais d'une certaine manière besoin de me décharger. La nourriture, ça a été pour moi le refuge, ça a été le moyen d'avaler toutes ces émotions que je n'exprimais pas, c'était un moyen d'anesthésier mon corps et de protéger mon corps, mon être avec des kilos. Sauf que finalement, cette violence, tu la retournes vers toi-même parce que du coup, tu te sens de plus en plus mal. La société n'étant pas très inclusive, tu te retrouves à chercher ta place, à chercher ton identité, surtout dans cette période adolescent, jeune adulte, à pas pouvoir t'habiller comme tu aimerais t'habiller. Donc tu te crées plein de mondes parallèles à l'intérieur de toi où tu sais que ton corps il est celui-ci mais tu ne veux pas le voir en face. Et tu aimerais bien vivre telle vie et tu te rends compte que tu ne peux pas rentrer dans cette vie avec ce constat de qui tu es aujourd'hui. Pour moi, la première libération, ça a été quand j'étais en fac, d'avoir un studio et de ne plus rentrer tous les week-ends chez moi parce que c'est vraiment trop violent, etc. Et même s'il n'y avait plus les agressions de mon frère, c'était tellement violent et tellement insécurisant que pour moi j'étais mieux seule à Toulouse que chez mes parents. Et à partir de là, je me suis progressivement éloignée de ce contexte familial qui était extrêmement douloureux et traumatique pour moi.
En 2008, j'ai eu un premier choc. En 2008, j'ai dû refaire mon passeport. Qui dit refaire son passeport dit photo d'identité. Et la photo d'identité que j'ai récupérée, quand je me suis vue dessus, et je pense que c'était la première fois que je me voyais telle que j'étais, donc je faisais quasiment 130 kilos, et je me suis dit c'est pas moi. En fait, je me suis pas reconnue sur cette image. C'était moi, mais ce n'était pas moi. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit c'est pas elle la vraie Sarah. C'est pas ça qui tu es. Tu es en train de montrer quelque chose au monde qui n'est pas ta vérité, qui n'est pas ton essence. Et on m'a dit, alors ça n'avait rien de méchant, mais pour moi ça a été quelque chose qui m'a piqué, où on m'a dit tu ressembles à ta mère. Et voilà, j'ai une relation très compliquée à ma mère, même si ça s'apaise petit à petit, mais ça restera une relation pas très proche parce que on est trop différentes. Et j'ai dû faire le deuil de la mère que j'ai eue, et j'ai dû faire le deuil de la mère que je n'ai pas eue. Et pour moi, je suis tellement éloignée de ma mère, et ma plus grande peur, c'est de lui ressembler. Et le fait qu'on m'ait renvoyé de tu ressembles à ta mère, pour moi, c'était de l'ordre de l'impossible. C'était genre une insulte qu'on me faisait. Et maintenant, je comprends que, bah, effectivement, je ne suis pas elle, mais j'ai quand même une part d'elle, comme j'ai une part de mon père, et comme j'ai une part de l'histoire familiale. Et ça, tant que tu es en conflit avec ces parties de toi, bah, tu ne pourras pas vraiment être toi, parce que même si tu n'es pas eux et que tu n'es pas ton histoire, si tu la refuses, si tu ne l'incarnes pas, si tu ne fais pas la paix avec elle-même, bah, tu es dans le faux en fait. Tu es dans je porte un masque et je fais de la résistance, et du coup tu n'es pas en paix. Donc à partir de 2008, je suis partie en guerre. Je suis partie en guerre et j'ai voulu détruire ces murs, cette cage que je m'étais construite. Ça a commencé par l'alimentation, où j'ai commencé à perdre du poids. C'était vraiment quelque chose de nouveau, je me faisais pas confiance, je pensais pas que je pouvais arriver à perdre du poids, parce que j'avais essayé par le passé et ça avait tellement été du grand n'importe quoi, mais que mes troubles du comportement alimentaire se sont renforcés. Et d'ailleurs, personne ne savait que j'avais des troubles du comportement alimentaire, que je faisais des crises hyperphagiques, parce que je le cachais hyper bien. Et peut-être que pour toi aussi c'est ton cas, c'est que tu sais très bien cacher ta vérité. En commençant à perdre du poids, j'ai commencé à vivre une nouvelle réalité. Après, ce qui a été un moment de révélation pour moi, ça a été la danse. Donc j'ai découvert la salsa cubaine, alors qui n'est pas vraiment la salsa cubaine que j'apprends aujourd'hui, puisque c'est une version européanisée. Mais pour moi, ça a été la première reconnexion à mon corps. Parce que je ne connaissais pas les limites de mon corps. Surtout en plus quand tu perds du poids, bah, tout ton schéma corporel se réorganise et ton corps peut devenir étranger. Alors moi c'était déjà un étranger, mais encore plus avec la perte de poids, et de faire cette danse, ça a été la première reconnexion aux limites de mon corps, à son volume dans l'espace, et aussi au côté sensuel du corps, parce que les danses, effectivement, il y a cet aspect de sensualité, et c'était quelque chose que je ne m'autorisais pas du tout à vivre en fait, parce que je me sentais pas légitime. Je me disais mais avec le corps que j'ai, je peux pas être une femme en fait, donc je m'identifiais pas vraiment comme femme. Mon parcours a continué, etc. Et j'ai vraiment cheminé là-dessus. L'autre moment signifiant de ma vie, cette autre croisée des chemins dont je te parlais, ça a été en 2016. Donc ça faisait une petite année que j'étais arrivée sur Paris, et en 2016 je reçois un courrier qui a fait que mon monde s'est écroulé. Je reçois un courrier d'huissier qui me dit que j'ai été condamnée par un tribunal de grande instance, sachant que je n'avais ni reçu de convocation ni rien, et que j'étais condamnée à payer des dettes familiales. Donc là tu as 27-28 ans et ton monde s'effondre. Tu te dis mais je vais en mourir, je vais jamais m'en sortir. Et quand j'ai voulu voir ce qui se passait avec mes parents, la réponse que j'ai eue a été à côté de la plaque et complètement dénuée de bon sens. Et en fait, en ayant cette réaction face à moi qui était à côté de la plaque, je me suis retrouvée à nouveau acculée à un mur, et je me suis dit, bah, tu as à nouveau deux choix. Le choix de continuer comme tu l'as toujours fait et de te sacrifier comme tu as toujours fait jusqu'à maintenant, ou alors tu pars au combat. Tu sais pas ce qui va advenir, mais tu prends tes armes et tu te défends.
et tu te libères. Du coup, c'était ça l'objectif. Quand j'ai pris cette décision de dire non et de me positionner pour la première fois, j'ai effectivement cru que j'allais en mourir parce que j'étais du coup le paria de la famille, j'étais la criminelle de la famille, j'étais la méchante en fait, parce que je voulais pas faire corps avec le reste et je me détachais. Et en fait, de se détacher, même si ça a été très difficile, je me remercie chaque jour d'avoir pris cette décision. Et quand j'ai pris cette décision, j'ai cru que j'allais en mourir. Et en fait, même dans mon corps, c'était quelque chose qui était rejeté. Dans mon corps rejetait l'idée de se positionner en opposition. Et en fait, j'avais l'impression que chaque moment de chaque journée, je pouvais vomir en fait. Alors, je n'ai pas effectivement vomi, mais tu sais, c'est vraiment cette sensation où tu vas tout recracher. Et quand j'ai pris cette position, ça m'a amené à un dossier de surendettement, à me retrouver bloquée dans ma vie pendant 4 ans, etc. Mais maintenant que c'est fini depuis 1 an et demi, je me dis, bah heureusement que j'ai fait ça. Heureusement que j'ai fait ça. Et ce choix qui a été... Alors il y a beaucoup de gens qui disent c'est difficile. En fait, je pense que le choix était facile, mais il était très très douloureux. Très très douloureux parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. C'était un choix, le choix de dire non aux autres et de me dire oui à moi, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Et donc après, bon, il y a eu, j'ai continué mon cheminement par rapport à mon corps. C'est là aussi, même un peu avant, j'avais commencé à bloguer, à partager des idées, à me montrer en photo, etc., etc. Et en fait, tout ce travail d'exposition sur Internet, parce que pour moi ça a été un véritable travail, ça a été un moyen de me réapproprier mon image, de me réapproprier mon corps, de me réapproprier mon énergie féminine et ce qu'on pourrait appeler dans le jargon ma féminité. Et en fait, cette réappropriation, elle est passée par des extrêmes, dans le sens où j'avais besoin de beaucoup me maquiller, j'avais besoin de beaucoup contrôler mon image, je me faisais une couleur sur les cheveux, j'utilisais beaucoup de maquillage, la manière dont je m'habillais, il fallait que ça soit très moulant, il fallait que... Après, j'aime toujours le moulant, c'est pas ça la question, mais il fallait vraiment que j'en fasse trop pour me sentir juste assez. Et maintenant, j'ai plus besoin de ça parce que je suis beaucoup plus en paix avec mon corps et beaucoup plus en paix avec qui je suis et que j'ai dépassé ce besoin-là. Je n'ai plus besoin de me teindre les cheveux, je me maquille plus de la même manière, mon style vestimentaire s'est affirmé et je sais maintenant ce que j'aime, ce que je veux porter, ce qui me va et ce qui correspond à mon identité profonde. Donc j'ai plus besoin d'en faire des caisses par rapport à qui je suis. Donc il y a eu de la facilité, de la légèreté qui s'est ajoutée à l'équation. Donc 2016, ça a été une année très challengeante parce que ça a été un moment de dépouillement matériel, un déménagement, 2 déménagements. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, j'ai déménagé. Donc je suis passée de grande banlieue à Paris. J'ai, grâce à une amie, trouvé un petit studio dans le 15e. Et en fait, je ne pensais pas que ce déménagement me ferait un coup de boomerang par rapport au vécu incestueux que j'ai vécu. Pour la petite anecdote, donc j'ai récupéré ce studio qui en apparence semblait propre, correct, etc. Sauf qu'une fois posé les cartons, au moment où j'ai voulu ranger mes affaires, j'ai jamais vu un studio aussi sale. C'était pas insalubre, mais c'était sale, vraiment sale, 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 sale. Et je ne pouvais pas mettre mes affaires dans du sale. Pour moi, c'est incohérent. Et c'est pas quelque chose que je fais. Donc je me suis dit, bah, je vais nettoyer de fond en comble ce studio. Ce que j'ai fait, sauf que au bout de plusieurs heures de récurage, comme jamais j'avais récuré, j'ai eu une crise de panique comme je me souvenais plus d'en avoir eu. Enfin, je pense que j'en ai eu précédemment au moment du vécu d'inceste, sous la douche, où je pouvais être tout habillée sous la douche, etc., pour essayer de me laver, etc. Mais j'avais pas eu ce type d'épisode depuis des années et des années.
et je pleurais, j'avais des gros sanglots, c'était un mode panique et j'arrivais pas à m'arrêter en fait. C'est le truc où tu sais plus ce qui se passe en fait, tu comprends plus ce qui se passe dans ta tête, et c'est que dans l'après-coup que j'ai compris que c'était un vécu d'être sale qui me ramenait à ce premier vécu d'être salie en fait. Et pour la petite anecdote, c'était un jour où le soir, c'était un mercredi soir, je me souviens, au mois de février, ouais, il neigeait en plus à Paris, enfin c'était très très froid. Et le soir même, on avait une soirée avec un nouveau groupe d'amis que j'avais rencontré quelques mois avant. Et un de ses amis venait dîner à la maison avant qu'on aille à la soirée. Et en fait, à l'époque, je portais encore vachement mon masque. Et je me suis dit, je peux pas laisser cette personne me voir dans cet état-là. Donc j'ai pris sur moi comme j'ai jamais pris sur moi. Et j'ai commencé à aller à la douche, je me suis habillée, je me suis maquillée, etc. Et cet ami arrive, on se connaissait depuis 3 mois, 3-4 mois, donc c'était quelqu'un pas encore de très proche, et maintenant on est très proche, et c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement, qui me dit spontanément la question que tout le monde pose quand tu dis bonjour à quelqu'un, salut, ça va? Et là, mais je m'effondre, et le pauvre, il ne comprenait pas ce qui se passait, parce que moi-même je ne comprenais pas ce qui se passait, donc j'avais en plus le mascara qui coulait, cette pensée intérieure de t'es en train de tout gâcher, t'es en train de montrer quelque chose que tu ne veux pas montrer, enfin c'était horrible. Je voulais plus aller à la soirée, enfin bon, et il me dit si on va quand même y aller, on va te changer les idées, etc. Et finalement j'ai passé une plutôt bonne soirée, mais après quand je me suis retrouvée à nouveau dans cet appart et tout, c'était très très douloureux. J'ai compris quelques temps plus tard que le sentiment de saleté était lié à ce vécu où je me suis sentie salie, donc il y a eu vraiment un écho entre quelque chose, une situation qui n'avait rien à voir et cette situation du passé. Et c'est effectivement dans ce lieu-là où j'ai vécu ce viol avec cet homme dont je parlais en introduction, donc que j'ai recroisé à l'été 2021. Et voilà en fait. Et pourquoi je me suis tant exposée corporellement sur internet, c'était pour me réapproprier mon corps, c'était pour l'éprouver différemment, c'était pour que ça soit le mien et plus un objet qui a été à la disposition d'autres en fait. Et ça a été aussi un moyen de reconnecter mon esprit à mon corps, parce que pendant des années j'avais une sorte de, on parle de dissociation en fait, entre tes pensées et ton corps, entre ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu dis, etc. Donc tu es à l'intérieur de toi sans être à l'intérieur de toi. Et tu portes un masque en fait pour lisser tout ça, pour donner le change. Et en fait c'est une énergie qui te consume, parce que c'est pas viable sur du long terme, parce que ce n'est pas ta réalité, parce que c'est pas vraiment toi, c'est cette partie sur laquelle tu mets un voile, c'est cette partie que tu caches. Et en fait, je pense qu'on est tous plus ou moins avec des histoires totalement fucked up. Et il y a des personnes qui arrivent mieux à le cacher que d'autres. Je pense que j'ai excellé dans la manière de la cacher, la mienne. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus envie et j'ai plus la force de la cacher. Parce que c'est qui je suis, et je suis devenue la Sarah que je suis aujourd'hui, et je suis la Sarah qui propose l'accompagnement âme fauve comme je le propose aujourd'hui, entre guillemets, grâce à cette histoire. Donc si je te donne pas cette dernière pièce du puzzle, tu peux pas comprendre réellement ce qui m'anime derrière. Et ce qui m'anime derrière, c'est pas une motivation, cette sorte d'étincelle où tu te dis ouais ça y est je suis super motivée. Non, pour moi c'est comme une obsession que les femmes se libèrent de ça en fait, que on finisse avec les masques et qu'on prenne position dans nos vies, que ça soit notre vie personnelle mais interpersonnelle, donc entre nous, et j'ai envie de dire sociétale en fait. Pour moi, maintenant quand je me mets nue sur internet, c'est un acte politique. Alors bien sûr il y a quelque chose de très narcissique et de très thérapeutique pour moi, mais c'est aussi de prendre une position en fait, de faire porter sa voix par son corps. Ma manière par exemple de m'habiller n'est jamais influencée par le regard des autres. Si je
rencontre une réflexion sexiste ou autre, je vais prendre position en fait. Parce que pour moi, c'est la seule manière d'être qui je suis en fait. C'est la seule manière de ne plus retourner dans cette cage en fait. Parce que cette cage, je veux qu'elle soit détruite pour la vie en fait. Je veux plus qu'elle existe parce que cette cage, c'est cette prison dans laquelle j'ai été prise pendant tant d'années. Et ma vie ne se résume pas à vivre dans une prison. J'ai pas envie de vivre masquée. Alors ça a été un mode de survie bien sûr et à chacun son rythme. Mais maintenant, moi j'ai envie d'aller détruire des cages en fait. D'aller détruire les cages des femmes avec les femmes et de co-créer leur nouvelle réalité parce que je sais exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu traverses cette aventure, ce chemin. C'est un chemin initiatique en fait. Et je pense que si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas réellement comprendre les tenants et les aboutissants. On aura beau lire tous les livres, lire tous les témoignages, tu pourras être touché, mais je pense que tu ne pourras pas le comprendre de la même manière parce que c'est quelque chose qui te prend aux tripes et c'est presque indescriptible comme sensation quand tu te retrouves à l'intérieur de toi-même en version... Moi, il y avait des fois où j'avais l'impression de me voir à l'intérieur de moi-même et comme une lilliputienne en fait et d'être complètement écrasée par ces ténèbres et ces terreurs et ces émotions et j'avais l'impression d'avoir ce bruit dans ma tête qui écrasait cette version de moi-même et j'entendais des cris, comme un discours aigu qui était incompréhensible et ça m'écrasait et je devenais encore plus fine, encore plus comme si j'étais écrasée comme cette fourmi qui t'écrase et cette voix que tu essayes de faire taire mais qui en fait ne se tait jamais. Et en fait, cette voix, j'ai compris qu'elle se taisait quand je suis partie en guerre, en fait, quand j'ai décidé de mettre vraiment les mains dans ce truc dégueulasse, en fait. Et oui, c'est dégueulasse. Et oui, tu en viens à éprouver des émotions, à penser des pensées qui te serrent le cœur, qui te prend aux tripes. Et je me souviens, je pensais pas dire ça dans cette vidéo, mais je me souviens que j'avais dit au médecin traitant familial, quand elle a su un petit peu ce qui se passait à la maison, le contexte de violence, etc. Personne n'a su pour ni mes TCA, ni pour l'inceste. Et un jour dans son cabinet, je lui ai dit, je crois que j'étais déjà en fac à cette époque-là, et je lui ai dit, vous savez, docteur, j'aurais pu me suicider. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu décider d'en finir. Et en fait, ça l'avait choquée parce que la Sarah qui portait un masque a été tout le temps souriante. Après, je reste une personne fondamentalement souriante et optimiste parce que j'ai de l'espoir dans la vie et pour la vie. Mais putain, qu'est-ce que j'en ai morflé en fait. Et il y a eu cette période extrêmement noire où j'étais pas moi-même, j'étais une ombre de moi-même, j'étais une version de moi-même qui n'est pas une vraie version. Et tu vois, de te partager tout ça, ça me fait méga flipper parce que c'est aussi le moment où je vais devoir dire la vérité à mes parents parce que je ne me vois pas poster ça sur internet, sachant qu'ils peuvent y avoir accès sans leur en parler. Et là, je m'expose d'une manière dont même mon corps nu sur Instagram ne peut pas rivaliser avec cette exposition de vulnérabilité et d'émotion. D'ailleurs, là, j'ai l'émotion qui me monte. De ton histoire, de tes ressentis, de ce que tu as traversé. Parce que même si ton corps, il porte les cicatrices... Quand tu le mets en mots, à la fois ça te libère parce que ça te crée de la place à l'intérieur, mais en même temps, ça rend les choses tellement réelles
Et du coup, de le verbaliser, c'est à la fois extrêmement puissant parce que ça y est, tu casses ce dernier mur, ce dernier barreau qui est accroché à tes pieds et voilà, tu décides d'être en paix avec ça. Totalement, on va dire, bah voilà, ça c'est moi. Et il n'y a plus de faire semblant, il n'y a plus de je cache, c'est je suis ça et ça fait partie de moi, mais ça ne me définit pas, c'est pas ça qui définit ma personne. Et avec le recul, tu vois, je regrette rien parce que qui je suis aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui, qui est majoritairement heureuse, qui est tellement fière de survivre en fait. Mais au-delà de survivre, c'est de vivre parce que quand tu es sous les masques, quand tu retiens en fait, tu es en mode survie parce que tu veux pas que ça sache et tu tires et tu tires et tu tires. Et ça c'est pas vivre en fait. Et vivre c'est... Et la véritable paix en fait c'est de pouvoir s'incarner et vivre son histoire et faire le deuil de son histoire et savoir que fondamentalement c'est pas ce passé qui te définit. Ça fait partie de toi mais toi tu n'es pas que ça. Et il y aura potentiellement toujours des gens qui jugent et qui viendront émettre des opinions etc. Mais je pense que quand vraiment tu t'es libéré de ça et que tu es sorti de ta cage, etc., bah, personne ne peut t'y remettre. On pourra dire ce que tu veux sur toi, ça ne te touchera pas parce qu'en fait, tu as tellement mis les mains dans ton propre truc dégueulasse que personne ne pourra te remettre le nez dedans parce que tu as fait le job et que tu es en paix et que, tu vois, cette voix aiguë et ce personnage lilliputien que je te partage, bah en fait ça n'existe plus à l'intérieur de moi et j'ai plus ce cri aigu à l'intérieur de moi en fait. Le moment où tu te libères, c'est quand la paix est là à l'intérieur et que tu sors de ce combat et c'est cette dernière étape que je franchis aujourd'hui avec toi où ça me faisait hyper souffrir cette peur qui m'envahissait et je me disais non je peux pas y aller, non je peux pas y aller, non parce que tu as peur et cette peur elle est irrationnelle parce que tu te dis je vais en mourir de partager ça mais en fait non tu n'en meurs pas. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment mais comme je le disais au début de la vidéo il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps qui tout me pointait pour que je libère ma parole autour de ça. C'est des choses que j'avais partagées à des amis très proches mais de le publier comme ça sur la toile c'est un vrai statement. Et là, je te donne la pièce manquante du puzzle pour que, en fait, maintenant, je pense que tu vas comprendre l'histoire, tu vas comprendre pourquoi ma mission, c'est de libérer les âmes, en fait. C'est pas la psychologie, ma mission. Ma mission, c'est de libérer des âmes. Et ce que je suis, c'est être ce catalyseur pour libérer des âmes, pour que les femmes puissent s'incarner dans leur vérité, leur authenticité, parce que moi-même, je me suis libérée de cette cage. Et ça fait flipper, qu'on se le dise, ça fait flipper. Mais le sentiment après de fierté, d'accomplissement et d'amour de soi surpasse tout en fait. Et je pense que si ça ne fait pas peur, c'est que ça n'existe pas. Donc affronter sa peur, c'est ce qui permet de se réapproprier sa vie. C'est ce qui rend réel qui tu es. Et je pense que c'est ce qui te rend indestructible dans le sens où tu as tellement embrassé ta vulnérabilité que personne ne pourra retourner cette vulnérabilité contre toi. Parce que tu as tellement travaillé dessus et tu as fait la paix avec ça que on aura beau te dire quelque chose, tu seras sorti
de l'ego qui sera piqué, tu seras sorti de les autres pensent ça de moi, parce que en fait tu sais exactement ce que tu penses de toi, tu sais exactement qui tu es, tu as fait tomber les masques, tu es sorti de ta cage et de ces on-dit, de ces je pense que il faut se comporter comme ça, c'est tu es sorti de ce qui t'emprisonnait. Et ça c'est la réelle liberté en fait. La réelle liberté c'est d'avoir profondément embrasser son histoire et de la vivre en fait, de la vivre. Ça veut pas dire nourrir ces chapitres, je veux dire les chapitres ils sont clos en fait. Et c'est un sentiment de libération et de paix qui est indescriptible. Tu vois, le fait que je fasse ça, même si c'est préenregistré, même si c'est édité, je crois que j'ai jamais été aussi brute dans une vidéo en fait. Même s'il y a très peu de temps j'ai partagé une vidéo sur Instagram où je pleurais, mais j'ai pas partagé la raison pour laquelle je pleurais. Et aujourd'hui je te partage la raison, cette pièce du puzzle manquante qui fait que Sarah c'est moi en fait. Et je vais pas m'excuser d'être qui je suis, je vais pas m'excuser de m'exposer sur internet, je vais pas m'excuser d'être la femme que je suis et d'avoir la mission que j'ai. Et maintenant je peux dire que j'ai tout raconté. Pas forcément dans les détails. Et ce sera sûrement des sujets que je réaborderai parce que c'est grâce à ça que Âme Fauve est née en fait. Et c'est ça qui me donne l'énergie, le fuel pour construire cette nouvelle réalité. Aujourd'hui, c'est pas du tout la colère qui me nourrit, parce que la colère, comme la motivation, ça ne dure qu'un temps et c'est pas viable, c'est pas écologique. Et moi, je veux me créer mon écologie, mon écosystème personnel qui soit en harmonie. C'est même pas une question d'équilibre, mais c'est trouver mon harmonie. Et mon harmonie, je sais qu'elle est dans ce travail de libérer les femmes de ces cages. Et voilà, et du coup, je me montre à toi, un peu comme un petit animal blessé, mais qui est sorti du combat en fait, et qui a atteint la ligne d'arrivée, mais en même temps, c'est cette ligne d'arrivée que j'appelle aussi la ligne de départ, parce que c'est un chemin, c'est un process, et le propre de l'être humain, je pense, c'est d'être dans sa propre progression. Et les gens sont souvent en compétition, mais en fait, c'est là où pour moi le curseur il est mal placé. Aujourd'hui, j'ai été en progression par rapport à moi-même, je m'en fiche des autres. L'important c'est à la fin de la journée quand je me regarde dans le miroir. Et ce soir ou plus tard dans la journée quand je vais me regarder dans le miroir, que cette vidéo sera en ligne, que mon site sera en ligne, je sais que je me regarderai encore sous un nouveau jour. Et c'est ce chemin que je veux te proposer avec Âme Fauve. Et voilà. Donc maintenant tu sais tout. Et je vais arrêter la vidéo là parce que je pense qu'elle est suffisamment longue et que je voulais te remercier pour ton écoute. Je vais laisser les commentaires activés sous cette vidéo. Mais s'il y a un échange, j'aimerais qu'il soit dans la bienveillance, dans le respect, parce que je veux que ça soit un endroit safe en fait pour les personnes qui ont envie d'interagir. Et voilà, si tu as envie d'en savoir plus sur le concept Âme Fauve, sur ce que je propose, tout est en box de description, il y a un lien pour obtenir des informations, pour te préinscrire, etc. Et puis si tu souhaites suivre ce chemin et cette philosophie Âme Fauve, effectivement tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux habituels et sur le nouveau site Âme Fauve. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à très bientôt. Bye.